Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, on entame, c'est les deux dernières conférences en simultané du Salon de l'Escalade. Du coup, je vous remercie d'être là et je remercie Lucille aussi d'être venue. Peut-être en introduction, moi, ce que j'aimerais, c'est raconter comment est-ce que Lucille est arrivée sur le Salon de l'Escalade, parce que ça ne s'est pas fait de manière classique. Il y a quelques semaines, j'étais en train de clôturer. Je devais envoyer à Eric, qui est l'organisateur du Salon de l'Escalade, le programme final du Salon de l'Escalade. Et j'étais plutôt content. Je me suis dit, bon, on est pas mal. Là, c'est bouclé et tout. On va pouvoir arrêter le travail là et entamer la deuxième phase. Et dans la même journée, j'interview vraiment complètement par hasard. J'avais lu un texte de Lucille dans un magazine, d'ailleurs dans le magazine Grimper, dont le rédacteur en chef est dans la salle à côté en ce moment même. Un texte de Lucille. Et elle me dit, mais il faut absolument que j'interviewe cette personne. Et j'ai fait l'interview et moi, je m'attendais à faire une interview comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, je suis assez régulièrement amené à faire cet exercice-là. Je me suis dit, ça va être intéressant, potentiellement, il va falloir un peu fouiller pour trouver des infos. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Moi, j'ai été extrêmement touché par l'échange que j'ai eu avec Lucille. Et en raccrochant, je me suis dit, mais en fait, ce que Lucille m'a raconté, il faut qu'elle le raconte à d'autres personnes, il faut qu'il y ait d'autres gens qui l'entendent. Et comment est-ce que du coup je peux l'aider à être plus visible, quoi. Et donc évidemment, on a fait un article sur Vertimedia, mais dans la même journée, je lui ai envoyé un email, il a dû me prendre pour un fou, en lui disant écoute, Lucille, est-ce que tu veux venir au Salon de l'Escalade? Lucille est du coup basée en Suisse, je la laisserai se présenter un petit peu après, pour que tu viennes présenter ton histoire, que tu viennes parler du livre que tu as écrit, mais surtout que tu nous racontes ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui a fait que Lucille est arrivée là avec nous aujourd'hui. Lucille, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Oui, alors moi déjà, je n'étais pas prête pour un fou. Au contraire, j'ai tout de suite trouvé que c'était une opportunité super pour moi. Et puis voilà, je suis hyper heureuse d'être ici avec vous. Et puis oui, de pouvoir voilà, raconter mon histoire. Je ne sais pas trop par où on va commencer, si on commence par le message du port du casque ou par rapport à ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment toi, dans quel sens tu veux. Ce que je veux bien, c'est déjà que tu nous dises ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, du coup, je m'entraîne avec. Enfin, je fais partie de l'équipe suisse para-escalade parce que j'ai des séquelles de ce qui m'est arrivé. Donc en fait, j'ai découvert vraiment l'escalade après mon accident et j'ai pris à force de grimper avec des gens valides qui ont toutes leurs facultés physiques et mentales. J'avais quand même beaucoup de frustration, donc j'ai pris contact avec l'équipe suisse de para-escalade et puis là, ça a été la révélation pour moi, quoi. Enfin, j'ai eu l'impression de découvrir une nouvelle famille, d'être comprise, d'être entourée de tous ces gens qui ont une joie de vivre incroyable, puis qui continuent à faire ce qui leur plaît. Enfin, voilà, donc je suis là-dedans vraiment. Donc j'ai aussi découvert le milieu compétitif que j'aurais jamais pensé participer avant. Donc pareil aussi, je trouve que en tout cas en para-escalade, c'est vraiment de l'entraide, on grimpe ensemble, même si une médaille est toujours agréable. Mais je pense qu'il y a moins le côté compétitif que dans les valides, j'imagine. C'est vraiment, voilà, c'est l'image que je me fais de la différence. Déjà, il y a plusieurs catégories. Effectivement, je pense que la compétition, elle est diluée dans le cadre de l'activité para-escalade. Elle laisse plus de place, du coup, à la collaboration, etc. Ouais. Lucille, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée, en fait, à l'escalade? Parce que, du coup, tu n'as pas toujours été grimpeuse para et tu as d'abord découvert l'escalade de manière assez brutale. Alors moi, à la base, il y a, disons peut-être une vingtaine d'années, je grimpais un tout petit peu comme ça. Je faisais plutôt du bloc, mais un peu, moi je dis un peu du bloc du dimanche. Donc alors, de temps en temps, quand mes potes étaient dispo, puis qu'on avait envie. Mais par contre, la voie, je n'ai jamais vraiment pu en faire parce que j'avais un vertige énorme. Donc vraiment, à 4 mètres du sol, je tremblais, je pleurais, et puis voilà, enfin vraiment extrême. Et puis après mon accident, ma peur a complètement disparu. Et c'est là que j'ai commencé à grimper, donc il y a à peu près, je dirais à peu près 2 ans, là, maintenant. Donc j'ai découvert l'escalade et puis maintenant j'en suis fan, en gros. Et du coup, cette première expérience, elle a été marquée par un accident qui a tout changé. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dans le détail sur cette journée, ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, je veux raconter un peu quand même. Donc maintenant, ça fait 3 ans. Bon, c'est quand même assez récent pour moi, donc des fois, il peut y avoir quand même encore beaucoup d'émotions qui remontent. Donc voilà, si j'ai
quelques larmes qui viennent, faudra pas être étonné. Donc, c'était un week-end, on était avec des amis, donc normal, au pied d'une falaise, ils grimpaient. Moi, j'ai 2 enfants, donc les enfants étaient avec moi. Donc, à cette époque-là, ils avaient 3 et 6 ans, 3 et 5. Et puis, bon, voilà, on pique-niquait, normal. Et il y avait beaucoup, beaucoup de vent ce jour-là. Puis, je sentais un peu quelque chose de bizarre, le fait de tout ce vent. Enfin, j'ai eu une intuition. Mais je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas de souci, on est avec les copains, c'est une bonne journée. Et puis, tout à coup, bam, j'ai senti un truc me tomber dessus. Et après, le trou noir complet. Donc, je me suis... Enfin, après, tout m'est revenu. Donc, mais après, enfin, voilà, tout m'est revenu en détail de ce moment entre quand j'ai senti cette chose me tomber sur la tête et puis me faire embarquer dans l'hélicoptère. Mais je me mélange un petit peu hein, quand même. Parce que j'ai... attendez, où je vais en venir. Du coup, je me suis quand même réveillée. Le premier souvenir que j'ai après, c'est mon réveil à l'hôpital de Grenoble. Je sortais de coma, j'étais complètement branchée de tous les côtés, attachée dans mon lit, à poil, sans comprendre ce qui m'arrivait. Et avec des maux de tête à vouloir en mourir presque. Donc voilà, puis en fait, j'ai appris après coup, j'ai appris qu'ils m'avaient fait une... En fait, le caillou m'a complètement explosé la moitié du crâne. Donc après, ils m'ont fait une crânectomie. Donc ils ont enlevé encore un morceau pour permettre au cerveau de respirer, enfin, d'être irrigué en sang parce qu'il gonfle quand il a un choc comme ça. Donc ils m'ont fait ça, puis ils m'ont mis sous coma pour reposer mon cerveau. Et puis pendant 10 jours. Et puis voilà, quand je me suis réveillée, j'étais, comme je vous ai dit, dans ce lit attaché, au début sans comprendre ce qui m'arrivait. Et puis là, ça a commencé, voilà, le début de longs mois de rééducation, d'opération. Et puis, est-ce que je m'en fais un plus de détail Non, déjà... je pourrais en parler pendant 1 heure si je veux tout décrire en mais détail. Du coup, ce chemin de croix, tu pourras en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, au-delà de ça, t'en as fait un livre. Oui, du coup, à la base, j'ai décidé d'écrire un récit parce qu'en fait, je me suis rendu compte très très vite que mes proches, qui ont été extrêmement présents, d'ailleurs, je les remercierai jamais assez, ma famille, mes amis proches, tout ça. Et je voulais leur faire part de, moi, comment j'ai vécu toute cette épreuve de l'intérieur, parce qu'eux, ils ont vécu complètement différemment. Donc j'ai écrit ce livre là pour eux, et aussi pour moi, pour extérioriser un peu tous mes démons, mon traumatisme, et puis... Donc le tout début, la première version de ce livre, voilà, je me suis replongée en détail dans tous ces souvenirs, ce qui était extrêmement dur. Puis après, plus je l'ai réécrit, plus j'ai un petit peu changé, rajouté des choses, enlevé des trucs, plus je le travaillais, tout le traumatisme de ça s'est un peu écoulé, c'est atténué. Donc c'était aussi une thérapie pour moi. Puis après, j'ai un peu planté moi je dis ça, j'ai un peu planté des graines un peu dans différents endroits. Et tout à coup, un peu tout a germé, tout a pris. Là, je me retrouve un peu dans une jungle, là, je dirais. Donc, du coup, mon livre, j'ai commencé à le vendre à des personnes un peu plus éloignées de moi. Après, j'ai eu des demandes aussi pour le vendre. Par exemple, en salle d'escalade, j'ai une amie qui m'a aidé à le mettre en vente en salle d'escalade en Suisse. J'ai fait justement l'article avec Lucien Martinez qui m'a fait aussi un peu de pub. Après, toi qui m'as contacté. Voilà, tout s'est mis en place assez rapidement. Et puis, j'ai comme maintenant, je ressens comme une mission par rapport à tout ce qui m'est arrivé. C'est vraiment d'essayer de rouvrir le débat sur le port du casque en escalade. Parce que moi, je trouve à chaque fois que j'ouvre un magazine d'escalade ou je regarde un livre avec des belles photos d'escalade, il y a très peu de grimpeurs ou grimpeuses qui portent un casque. Donc si moi, je peux sensibiliser, si quelques personnes qui n'en portent pas maintenant se mettent à en porter, tout ce qui m'est arrivé, toute mon histoire, toute ma souffrance que j'ai vécue et que je vis encore, parce que j'ai des énormes séquelles, alors elle servi à quelque chose. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai que du coup, moi, je fais partie des grimpeurs qui, pendant des années, promenaient leur casque accroché à leur sac à dos et
Mm. et se faisait charrier par les copains qui venaient pour la première fois à l'escalade et qui me disaient mais du coup pourquoi t'amènes un casque? Je dis, pour prendre l'air quoi, je le promène. C'est une histoire qui m'a vachement travaillé parce que effectivement on sait que dans la panoplie du grimpeur il y a le casque, donc on a un casque, mais on sait aussi que dans l'imaginaire global qui a été construit autour de notre pratique, le casque il est hyper peu présent, tu l'as dit sur des films, mais c'est la même chose enfin dans des livres, photos, dans les magazines, et c'est aussi le cas dans les films, etc. Le casque fait pas du tout partie de l'imaginaire qu'on construit autour de l'escalade. Est-ce que donc ce livre qui est encore aujourd'hui, et d'ailleurs on lui souhaite de pouvoir dépasser les frontières suisses, parce qu'en fait aujourd'hui il est distribué, il est facile d'accès entre guillemets depuis la Suisse. Là l'objectif c'est qu'il puisse sortir de la Suisse et venir aussi dans d'autres pays propager ce message-là. C'est quoi les premiers retours que tu as eus des gens qui ont lu ce livre, qui a finalement, de ce que j'ai compris aussi de notre échange, touché bien au-delà de la communauté d'escalade, quoi. Oui. Moi, je pense que ça a surtout touché la communauté de l'escalade, quoi. Mais moi, j'ai écrit ce livre vraiment, comme je dis toujours, c'est un peu du parler écrit, c'est vraiment très brut. Je mets pas de fioriture, hein, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et puis j'ai eu beaucoup de bons retours, comme quoi ils disaient que c'était bien écrit, que l'histoire, enfin, voilà, qu'ils voulaient savoir la suite. Moi, je savais pas du tout, hein, c'est comment ils allaient réagir les gens. Donc j'ai eu beaucoup de retours. Du coup, ben voilà, ça m'a donné encore plus envie de pouvoir le diffuser. Mais là, je suis quand même dans un peu peut-être une petite impasse où je sais pas comment le diffuser plus, quoi. Parce que les gens, ils me prennent contact enfin voilà, soit par mail ou dans les magazines d'escalade, tout ça, ou bien dans les salles d'escalade en Suisse. Mais par contre, pour le diffuser à l'étranger, c'est vrai que là, je ne saurais pas trop comment faire. Quoi. Je sais que tu m'as mis en contact avec une maison d'édition où j'attends une réponse. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais... Est-ce que tu as eu un retour de la part de... Parce que du coup, enfin les retours, excuse-moi, est-ce que tu as eu des retours concrets du coup parce que suite à la lecture, est-ce que tu ressens justement que l'impact que tu cherchais à avoir, qui est de faire en sorte que les gens soient sensibilisés sur l'enjeu de porter un casque, est-ce que du coup tu sens que cette mission elle avance avec le livre? Oui. Ah oui, vraiment. Oui, moi je sens vraiment. Il y a plusieurs personnes, justement, plusieurs grimpeurs. Parce que moi, du coup, je grimpe surtout en salle dû à mon handicap physique de mon bras. Et j'en parle beaucoup en salle d'escalade. Je parle de mon accident, que je vends mon livre. Et puis après, la plupart des gens reviennent vers moi en me disant bah oui, en effet, j'ai plein d'amis autour de moi. J'ai parlé de toi, de ton histoire. Et puis maintenant, ils portent un casque. Et puis oui, il y a un impact. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de remplir ma mission. Je pense qu'elle est infinie, ma mission. Elle ne va jamais se terminer, mais en tout cas, je suis en chemin. Ouais. Et au-delà du livre, donc tu as mis en place, tu as diffusé ce livre, et moi j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur justement ce moment où tu rencontres l'équipe. Donc ça s'est fait assez par hasard, mais le moment où tu rencontres l'équipe para et où tu rejoins cette équipe-là pour représenter la Suisse en compétition. Que tu dis le tout premier contact. Ouais, que tu nous racontes ces premières rencontres. Oui, alors moi, c'est vraiment par hasard. J'ai entendu parler de cette équipe. Je n'arrive même plus à me rappeler exactement comment, mais c'est vraiment un hasard. J'ai appelé l'entraîneuse. Une semaine après, j'étais au premier entraînement. Ça vraiment fait, mais tout de suite. Et là, comme je disais au tout début, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille, de me sentir plus comprise, disons, plus dans la normalité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, normalité, hein, mais voilà. Puis il y a cette joie de vivre dans les personnes qui ont un handicap que moi, je n'ai jamais retrouvé avec des valides. En tout cas, dans les compétitions, de se retrouver entouré de centaines d'aveugles, d'amputés, je sais pas, de tous les handicaps possibles et imaginables, ça provoque une joie, vraiment une joie intense, quoi. Ça m'a permis aussi de m'aider dans ma reconstruction, dans l'acceptation de mon nouveau corps. Et puis, ouais, je crois que j'arrive un peu au bout, là. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça. quand tu arrives, parce que donc toi, tu es arrivé par l'escalade, parce qu'en réalité, du coup, dans le cas de l'équipe para, ce que tu fais en compétition, on est d'accord, c'est de la difficulté, c'est de la voix.
Mm. Sachant que du coup, à la base, tu n'en faisais pas spécialement et que tu avais plutôt le vertige. Du coup, tu as eu une arrivée à la compétition qui est quand même assez particulière. Comment tu vois ça? Aujourd'hui, est-ce que tu as toujours le vertige? Comment est-ce que tu es passé de cet accident qui aurait pu te dégoûter de l'escalade à, en fait, je vais aller bien au-delà et je vais consacrer une grosse partie de mon temps à faire que ça? Mais ça, je pourrais pas l'expliquer. C'est venu comme ça. J'ai réessayé de grimper. La première fois que j'ai réessayé de grimper après mon accident, bah, j'avais plus de peur. J'avais qu'une envie, c'était d'aller toujours de plus en plus haut. Et c'est venu vraiment. Il n'y a pas d'explication, quoi. C'est comme si, avec ce que j'ai vécu, plus rien de pire pouvait m'arriver. Donc là, voilà, plus de peur. Donc juste envie de grimper et de repousser les limites. Et puis voilà, moi je suis toute fraîche dans le milieu de la compétition aussi, donc c'est vrai que les premières compétitions que j'ai faites, je me suis vraiment dit, ben voilà, Lucille, t'es là, c'est déjà incroyable. Vraiment, j'ai toujours une extrême fierté à chaque fois que je me retrouve en compétition. Puis c'est vrai que là, petit à petit, ben, j'ai quand même envie vu que je suis fraîche dans l'escalade, j'ai encore plein de choses à apprendre, et puis vraiment, j'ai de quoi m'améliorer. Et je dois dire que le côté compétitif commence à arriver aussi. J'ai envie de monter un peu sur les podiums, d'avoir cette récompensation également. Mais je veux toujours garder la joie, la fierté d'être dans ces compétitions en tout premier. Ça, c'est vraiment un but. Et comment la fédération, déjà, comment la fédération suisse, elle t'a accueilli et comment elle s'empare de ton histoire aussi, de ce livre, de ce récit, de ce sujet du casque? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à leur transmettre aujourd'hui? Je dois dire que pas beaucoup. Non. Non, pas énormément. C'est plus des entraînements et puis ça s'arrête assez là. Non, je dois dire que oui, bah bien sûr, mes coachs, ils ont été sensibilisés par rapport au port du casque, mais ils en portaient déjà. Et puis moi, j'en parle avec les autres athlètes. Mais non, bon, on a tous notre histoire, notre accident, et puis c'est vrai qu'on rentre pas forcément dans les détails de chacun, quoi. On raconte un peu en gros ce qui nous est arrivé, mais non, je dois dire que non, pas vraiment. Non, c'est un peu dommage, mais... Bah ouais, je pense que c'est essentiel. Et du coup, pour info, j'en touchais un mot avec. Je regardais s'ils sont là, mais il n'y a pas les représentants de la Fédération française montagne d'escalade. Mais j'en parlais avec Alain Carrière, qui est le président. Ah bah ils sont là. Oui, il est là. C'est là. Parfait, impeccable. J'en parlais avec Alain tout à l'heure et qui me disait que eux, dans le cadre de vidéos qui tournaient avec certains athlètes en montagne, ils s'étaient retrouvés dans des situations où même leurs athlètes étaient moqués parce qu'ils portaient des casques, justement, en mode pourquoi tu portes un casque, quoi. Je suis pas étonnée, ça. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça fait partie évidemment des enjeux pour les fédérations de porter ce type de sujet. Je pense que ça pourrait clairement intéresser la fédération française de porter ce type de problématiques et de ce type de sujet de manière à répandre ce message-là. Dans le cadre aujourd'hui de ton accompagnement en tant qu'athlète, c'est quoi les spécificités du coup qui sont liées aux dommages que tu as eu liés à ton accident? Est-ce que tu as un accompagnement qui est très spécifique pour ton entraînement para? Est-ce que c'est le même pour l'ensemble des athlètes para? Ça ressemble à quoi? Alors c'est assez le même pour l'ensemble des athlètes para, mais j'ai quand même personnellement le projet de trouver un coach qui pourrait justement s'occuper vraiment de mon cas spécifiquement et me donner des combines pour limiter pouvoir mieux utiliser mon bras gauche. Et puis voilà, j'ai encore une paralysie assez importante. Donc voilà, mais ce sera de mon côté. Ce ne sera pas avec l'équipe suisse par escalade. Ce sera moi qui vais choisir un coach qui est déjà justement qui s'occupe déjà d'un aveugle que dans mon excusez. C'est aussi une de mes séquelles. Des fois, j'ai de la peine à trouver mes mots. Ouais, non, mais justement. Voilà. Je sais de faire au mieux là, mais des fois, je suis un peu perdue. J'ai mon cerveau qui a pris un sacré coup et puis. Oui, parce que tu as eu des impacts qui sont physiques, mais qui sont aussi neurologiques en fait. C'est presque le plus important, les séquelles qu'on voit pas, quoi. Voilà, tout ce qui est concentration, chercher ses mots, la fatigue, l'épilepsie, que j'ai souvent des crises d'épilepsie. Ce qui est encore, le bruit. C'est déjà pas mal. Hein. et qui paraissent assez antinomiques avec l'univers de la compétition quand même. Comment tu vois ce truc où tu vas affronter la liste des trucs qui sont compliqués, quoi, finalement, pour toi?
Oui, puis le stress aussi, ouais, qui est très Le compliqué. bruit, la compétition, Ouais. le stress, il y a, globalement, tu réunis quand même tous les éléments. Oui, mais il y a le plaisir et le bonheur, et la joie souvent qui dépasse tout ça. Mm. Vraiment, c'est vrai que c'est toutes des périodes, ces moments de compétition où d'un côté j'en bave, où c'est dur, vraiment je serre les dents, parce que voilà, par rapport à tout ça, en même temps je suis tellement là, subjuguée par tout ce que je vois autour de moi, donc voilà, la balance elle est quand même du côté où je veux continuer. Et puis, ouais, vraiment. Et puis du coup, t'es maman aussi. Oui, bah oui, j'ai deux petits qui étaient à côté de moi quand je me suis ramassé mon caillou. Et bah voilà, quand ils se retrouvent avec une maman quand même assez différente, mais qui l'acceptent quand même plutôt bien, ils sont plutôt soutenants. Et puis ils sont suivis aussi psychologiquement et tout ça, parce que voilà, c'est pas rien. Surtout que là, à cause de tous mes problèmes neurologiques, épileptiques, je vais retourner à l'hôpital 3 semaines, là, mercredi, donc dans quelques jours. Donc voilà, là, il y a à nouveau une séparation. Je requitte ma maison, ma famille, mes enfants. Donc ce qui n'est pas évident. Non plus, je pense que ce sera toute ma vie, quoi, de toute façon. C'est séquelles, et puis voilà. Je sais que... Et c'est quoi le type d'accompagnement dont tu aurais besoin justement qui t'aiderait parce que moi, j'arrive pas à l'univers que je connais moins bien, mais qui est le monde de la compétition. Et dans l'univers des compétitions, j'ai l'impression que de ce que tu me dis, finalement, les coachs, de manière différenciée, vont gérer des types de handicaps qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça serait quoi le type d'accompagnement dont toi, tu aurais besoin pour pouvoir t'épanouir dans cet univers-là? Là, on a une coach qui prend de plus en plus d'importance justement dans les compétitions. Et puis, par exemple, moi, ce que j'ai besoin, donc ce qu'elle fait au maximum qu'elle peut, c'est d'avoir quelqu'un qui, avec moi, qui m'accompagne vraiment. Par exemple, dans mes déplacements, moi, j'ai plus de sens de l'orientation, j'ai toujours peur de me perdre. Donc, qui m'accompagne là-dedans et puis qui me soutient. Si tout à coup j'ai des moments de stress, justement, qui essaie de me faire redescendre le stress pour éviter des crises d'épilepsie. Puis il y a quand même quelques autres athlètes qui sont conscients de ça et puis qui m'aident aussi là-dedans, quoi. Mais c'est surtout ça, ce côté-là, ouais. Vraiment de détente et puis de soutien, où je sens que s'il arrive quelque chose, si tout à coup je pars en crise d'épilepsie, voilà, quoi que ce soit, il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Qui est là. Un point qu'on n'a pas abordé et qui me paraît hyper important dans l'accident qui t'est arrivé, c'est qu'il t'est pas arrivé en grimpant, mais au pied de la falaise. Ouais, en pique-niquant. Oui, voilà, avec mes enfants. Ouais. J'avais Et, mon compagnon qui grimpait juste à côté, un peu plus haut, enfin un peu plus loin. Il y avait d'autres amis. Mais autrement, non, moi, j'étais pas en train de grimper. du coup, le port du casque, mais tout le temps, quoi. Bon, moi, j'avais pas de casque, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu de ce que tu veux porter comme message, c'est celui-ci, quoi. C'est que le casque, à partir du moment où on est au pied d'une falaise. Moi, à partir du moment qu'on sort de sa voiture, ou qu'on parque son vélo, on ne sait pas comment on vient, quoi. Les marches d'approche, il peut aussi y avoir beaucoup de risques de se ramasser un caillou. Voilà, puis quand on est au pied de la falaise, qu'on traîne, qu'on regarde les voies, ce qu'on a envie de faire. Oui, pour moi, c'est vraiment le casque devrait être porté tout de suite. Dès qu'on se parque, et puis jusqu'à ce qu'on retourne à sa voiture, à son vélo, ou à la gare de train. Mm. Oui, je pense que c'est pas que en grimpant, quoi. Parce que il y a peut-être même moins de risques en grimpant, hein. Donc ouais, mais c'est surtout, moi j'aimerais lever aussi le tabou que je trouve qu'il y a beaucoup véhiculé, que les gens qui portent un casque, c'est ringard, quoi. On a l'air un peu bête, hein. Toi, t'en as dit 2 mots par rapport à ça, mais aussi pourquoi on devrait avoir l'air bête avec un casque, quoi. Si on peut protéger sa tête, sa vie, maintenant on fait des casques qui pèsent, je sais pas, mais quelques grammes, qui ont des petits trous d'aération. C'est plus rien, quoi. Ouais. Puis non, on devrait plutôt être fier de protéger sa tête que d'avoir l'air bête, quoi. Vraiment. Oui, clairement. Et effectivement, les casques, il y a des modèles aujourd'hui qu'on sent absolument pas quand on les porte sur sa tête. Et c'est pas juste pour porter une GoPro, quoi. L'objectif, c'est de se protéger, quoi. Ouais. Ok, top. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions que vous auriez posées à Lucile, le monsieur de la FFME? Comme ça, t'es identifié, tu vois.
Obligé de poser une question intelligente. Alors, plus qu'une question d'ailleurs, c'est une remarque. Déjà, merci Lucille pour ton témoignage, c'est hyper intéressant. Et surtout, bravo pour ton parcours, parce que réussir à faire quelque chose de positif de cet accident, c'est pas facile, donc bravo. Merci. Et puis, oui, au-delà de ça, porter ce message qu'il faut absolument porter un casque, hein, et que ce soit grimpeur ou non, assureur, etc. On a beaucoup ce truc-là de paraître ridicule, mais au final, ça coûte tellement cher de ne pas en avoir, d'avoir un accident, que ça peut être vite compliqué. Au-delà de ça, malgré tout, je pense qu'il faut vraiment, vraiment se dire que porter le casque au quotidien, quand dans sa pratique de grimpe, c'est un geste qui chez nous est appris par les clubs. Je sais qu'ils le font régulièrement pour que ça diffuse sur la pratique sportive individuelle, pardon. Mais bon, il y a encore un long chemin à faire. Évidemment, Alain te le disait tout à l'heure, il y a le côté de l'image des athlètes qui est un peu problématique et qui peut ne pas encourager à porter un casque. Mais bon, il n'y a qu'à voir qu'avec ce genre de témoignage, ça arrive et malheureusement pas qu'aux autres. Donc encore une fois, merci et bravo pour ce que tu fais. Super, alors du coup, mon message passe et je suis très contente de ton retour en tout cas. Et puis, oui, je pense que là, c'est important aussi, surtout de coacher dès les enfants, quoi. Enfin, dès le plus jeune âge par rapport au port du casque. Parce que voilà, si dès le début, les grimpeuses portent un casque, voilà, ils continueront. Il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent, quoi. Et je pense il y a aussi une responsabilité commune sur ce qu'on véhicule comme image. Moi, j'ai eu l'occasion de tester. J'étais invité à tester un parcours une sortie d'escalade qui était organisée par une salle d'escalade, et j'avais trouvé hyper intéressant le fait que, donc évidemment, ils forçaient tout le monde à mettre le casque. Évidemment, tout le monde ne mettait pas le casque. Et sans aucune fierté, je faisais partie des gens qui ne mettaient pas le casque, parce que je considérais que je n'avais pas besoin, je maîtrisais, je connaissais la falaise, etc. Et le photographe, en fait, disait, de toute façon, moi, les photos des gens sans casque, je les publie pas. Et je peux rien en faire, parce qu'en fait, je pourrais pas communiquer ce sujet. Mais en plus, on ne les partagera pas. C'est-à-dire qu'on n'en fera rien du tout. Vous les verrez pas non plus, quoi. Dis donc, c'est surprenant, ça. La punition, c'était pour ceux qui mettaient pas le casque et que du coup, ils n'avaient pas de photos, quoi. Ça fait plaisir, c'est bien. Et je pense qu'effectivement, en termes de responsabilité des uns et des autres, je pense que ça peut aussi, et évidemment encore plus en tant que média, c'est aussi notre devoir de faire en sorte que ces messages-là, ils passent. Et malheureusement, ça peut passer par de la contrainte, mais parce que c'est aussi un enjeu d'image. Et je pense que la FFME, quand elle encourage, elle demande à ses athlètes en falaise de mettre ses casques et que on se moque d'eux. Je sais que c'était Hugo Parmentier, je crois, d'histoire. Et du coup, tant pis, quoi. Mais sauf qu'en fait, la normalité, c'est celle-ci, c'est celle où on doit s'imposer de, effectivement, être dans cette démarche-là. Et même sur un caillou moi j'ai l'habitude d'aller grimper au viaduc des Fauvettes, il n'y a pas grand-chose qui est censé tomber, on peut se dire. Et dans les faits, en fait, si, il y a des dégaines déjà qui peuvent tomber, il y a des choses qu'on a dans les poches, il y a des gens qui passent en fait sur le viaduc et qui peuvent balancer des trucs. Donc effectivement, de se systématiser ce port de casque pour ce qui chute et pour nos propres chutes, c'est-à-dire qu'en fait, régulièrement aussi, on est tous dans la situation où on met notre pied à un moment, à un endroit près de la corde, où on sait très bien qu'à ce moment-là, si on chute, ce qui va se passer en premier, c'est la tête qui va cogner. Ouais. En se disant, à ce moment-là, j'ai pas le droit de tomber. Mais en fait, on n'a pas la maîtrise complète de son corps dans ces moments-là. Et effectivement, ça peut pas. Cette pleine conscience de ce moment ne doit pas nous dédouaner de la même façon qu'on ne conduit pas une voiture aujourd'hui sans ceinture en se disant il ne faut pas que je me plante, sinon je vais mourir. En fait, on va mettre la ceinture, quoi. C'est ça, à l'époque, la ceinture, elle n'était pas utilisée. Hein. Donc moi, justement, j'espère que le port du casque sera de plus en plus encouragé. Ouais, c'est ça. Comme en vélo aussi, par exemple, il n'y a pas si longtemps, les gens ne portaient pas de casque en vélo. Maintenant, quasiment tout le monde. Hein, un casque. Puis moi, ce qui m'avait surpris, j'avais fait un stage justement yoga escalade il y a une année ou deux. L'encadrant ne portait pas de casque. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment... Mais sur le moment, c'est vrai que j'ai pas osé lui dire quelque chose, mais j'aurais dû. Je regrette maintenant après coup, mais ouais, j'avais vraiment trouvé ça surprenant et puis pas normal, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent partager avec nous?
Pas vraiment une question, mais plus une remarque par rapport à ce que vous... Par rapport à la ceinture de sécurité ou le casque à vélo, j'ai l'impression que au ski, avant, il y avait beaucoup de personnes qui ne mettaient pas de casque et que l'accident de Michael Schumacher a notamment poussé à ce que beaucoup plus de gens aujourd'hui sur les pistes portent des casques. Et donc je pense que ce que tu fais de partager finalement ton histoire, et peut-être qu'il faudra qu'il y ait malheureusement d'autres personnes qui soient peut-être plus visibles, qu'il y ait des accidents pour que tout le monde prenne la conscience de en fait c'est grave et ça peut arriver et peut-être qu'on a l'air ridicule mais au moins on est protégé. Ouais, en effet, ouais, tu as tout à fait raison. Si seulement j'avais autant de visibilité que Michael Schumacher, ce serait bien. Disons que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense qu'il faudrait pouvoir éviter de repasser par un accident d'un grimpeur ou d'une grimpeuse très connue pour ça. Mais ouais, c'est une très bonne remarque. On n'a peut-être pas besoin d'attendre que Yania se prenne un caillou. Ça serait dommage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques que vous voulez partager? J'avais juste une question, mais c'était plus au niveau de la pratique. Si par exemple toutes les salles qu'on retrouve aujourd'hui, les grosses enseignes, la pratique en para-escalade, elle est possible? Ou alors tu pratiques vraiment dans des gymnases qui sont adaptés au niveau des voies et même au niveau des prises? Alors non, nous, on s'entraîne dans des salles d'escalade standard. Et par contre, moi, je choisis plus mes voies par rapport au style de prise que par rapport à la cotation. Enfin, la cotation, en fait, dans le para, enfin pour moi en tout cas, puis même pour les autres, elle est beaucoup moins parlante et importante. Parce que moi, vu que je peux pas, par exemple, je peux pas attraper des réglettes, donc je vais regarder plutôt pour des prises assez grosses, même si je peux grimper des fois avec mon avant-bras comme ça. Même si c'est en dévers, je peux même faire des gros dévers, c'est des bonnes prises. Mais par contre, dès qu'il y a des réglettes main gauche, là, voilà, je peux pas. Donc c'est ça, je visualise les voies, je me dis, bah, tiens, là, avec du travail, je pourrais passer, ou bien je compense qu'avec le côté droit, c'est possible, il y a 2 mouvements, côté droit, enfin voilà. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt le style de prise que... Et puis du coup, ben voilà, la grimpe en extérieur que je continue quand même à pratiquer est quand même beaucoup plus compliquée. Parce que les prises ne sont pas du tout la même forme, la même grosseur. Mais je continue parce que pour moi, c'est 100 fois meilleur d'être dehors que d'être dans une salle à toucher du plastique, quoi. Mais maintenant, je mets un casque, par contre. C'est bon. Merci pour ta réponse en tout cas. Pas de rien. Du coup, qui va mettre un casque demain? Ça serait intéressant de savoir qui ne mettait pas de casque. Ah ouais. Qui a l'habitude de ne pas mettre de casque en falaise aujourd'hui? Tout le monde met un casque en falaise. Vous osez pas ou... Faites pas d'escalade en fait. Ceci, si vous faites du bloc, c'est effectivement. Ceci, je ne sais pas si en bloc ça se justifie ou pas de porter un casque, mais dans certains cas, je pense que ça nous ferait pas de mal. Mais c'est encore une autre étape. Impeccable. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Lucille, pour ton témoignage. Ben, merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente. Excuse-moi, comment on fait pour lire ton livre si des gens ici sont intéressés pour pouvoir aller plus loin dans la lecture de ce que tu as écrit? Ah oui, bien, c'est bien. Alors j'en ai avec moi, si jamais. Et puis ben, pour l'instant, s'il y en a qui sont intéressés puis qui veulent mon livre maintenant, donc je l'ai avec moi. Si j'en ai pas assez, vous pouvez passer. Puis je vous donne mon mail. Et puis comme ça, après, on fera par échange de mail pour que je puisse vous en envoyer un. Top. Merci beaucoup, Lucille. Merci vraiment à toi. Je suis très contente d'avoir pu participer à cette conférence, d'être avec vous. Et puis, bonne grimpe pour ceux qui vont aller. Et puis, parlez à vos amis, famille, tout ça. Voilà. Merci. Merci.